Dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Avec à la une notamment l'appel d'Ilya Yachine, figure de l'opposition russe au président Vladimir Poutine, appelle à poursuivre le soutien à l'Ukraine. Oui, de passage à Paris, Ilya Yachine, que vous voyez ici au centre de cette photo, qui vit aujourd'hui en exil à Berlin après avoir passé près de 2 ans en prison en Russie pour avoir critiqué l'invasion de l'Ukraine, a accordé un entretien au Monde. Il prévient Damien que si Poutine, je le cite, gagne la guerre, son régime deviendra plus fort, que la répression sera encore plus dure en Russie et qu'après l'Ukraine, le chef du Kremlin ira certainement plus loin. Interrogé également sur les propos de Trump, selon lequel le président russe serait devenu complètement fou, Ilya Yachine répond que Trump dit une chose et que demain il en dira une autre, que ce ne sont pas ses déclarations qui comptent, mais les politiques qu'il mettra en œuvre. Trump condamne les massacres de Poutine, mais ne lui fait pas payer le prix fort, c'est ce que constate aussi le New York Times aux États-Unis. La question, évidemment, c'est que valent vraiment les déclarations de Donald Trump dans le dessin d'Ella Baron pour The Guardian. Le patron de la Maison-Blanche étant bromance therapy, en thérapie de copains avec son ami Hamlet Poutine, visiblement pas très inquiet. Je ne suis pas content. Qu'est-ce qui lui arrive ? On a toujours eu une bonne relation, mais il est devenu complètement fou, pleurniche le président américain dans celui de Morton Morland pour The Times. Trump fait mine d'essayer de retenir Poutine, à qui assène des coups de pied à Volodymyr Zelensky. Ça n'en vaut pas la peine, honey bun, ça n'en vaut vraiment pas la peine, mon petit chou. Dans la presse également, la visite de Javier Milei. Ce sera le mois prochain en Israël où le président argentin va recevoir un prix pour son soutien sans équivoque à l'État hébreu. Le Jerusalem Post, qui évoque à la une les manifestations d'hier à Jérusalem, annonce en effet que le président argentin sera reçu le 11 juin pour une cérémonie à la Knesset, une distinction, une cérémonie au cours de laquelle il recevra le prix de Genesis, présenté comme le Nobel juif. D'après le quotidien israélien, cette distinction a pour but de récompenser Milei pour avoir fait basculer plus d'une douzaine de votes à l'ONU en faveur d'Israël, pour avoir désigné le Hamas et le Hezbollah comme des groupes terroristes, mais aussi pour avoir rouvert les enquêtes sur les attentats contre l'ambassade d'Israël et le centre juif de Buenos Aires dans les années 90. Le Figaro raconte comment Javier Milei s'est aussi attiré les bonnes grâces de l'État hébreu en rendant public des archives sur la fuite d'anciens nazis en Argentine. Une démarche, je cite, entre coup de com' et engagement contre l'antisémitisme, d'après le journal, qui voit aussi dans cette transparence affichée, je cite toujours, une manière d'enfoncer l'héritage de feu le président Juan Perón et du péronisme. La mémoire dont il est aussi question en Namibie, Hélène, Namibie qui organise demain sa première commémoration nationale du génocide allemand. Le journal namibien New Era annonce que cette journée se déroulera dans les jardins du Parlement où la présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah prononcera un discours pour commémorer les massacres de dizaines de milliers d'autochtones Herero et Nama qui s'étaient révoltés contre l'armée coloniale allemande entre 1904 et 1908. Si l'Allemagne a reconnu un génocide dans ce pays d'Afrique australe en 2021 et promis alors plus d'1 milliard d'euros d'aide au développement sur 30 ans, Berlin n'a jamais, Damien, présenté d'excuses officielles ni proposé de réparation. Et le magazine allemand Stern précise que l'Allemagne a certes reconnu les crimes commis en Namibie comme un génocide au sens historique, mais pas au sens du droit international. Toujours sur le continent africain, l'Érythrée à présent, Hélène, où se déroule un mini-tournoi amical de football. Tournoi dans le cadre des célébrations du 32e anniversaire de l'indépendance du pays. Oui, cette occasion, les Red Sea Boys que vous voyez ici à côté de moi, la sélection érythréenne rejoue pour la première fois depuis le 25 janvier 2020, date à laquelle le régime autoritaire du dictateur Isaias Afwerki, au pouvoir depuis 32 ans, a enfermé son pays dans un blackout total, stoppant toutes les rencontres internationales pour éviter que les sportifs érythréens fuient à l'étranger. L'équipe explique qu'Afwerki a voulu marquer le coup pour le 32e anniversaire de l'indépendance, mais qui coïncide donc avec son avènement au pouvoir, en organisant un petit tournoi
un petit tournoi à 3 avec le Niger et le Soudan du Sud, souvent comparé à la Corée du Nord pour sa répression et son autarcie. L'Érythrée est-elle en train d'envoyer un signal d'ouverture? Interrogé par Le Monde, le chercheur français Gérard Prunier, qui est un spécialiste de la Corne de l'Afrique, en doute. La dictature érythréenne est tellement féroce, dit-il, que ses ressortissants sont prêts à demander l'asile politique dans n'importe quel pays, même non démocratique. Et ça, Afwerki le sait. Allez, certains courent derrière un ballon, d'autres derrière un fromage. À la rubrique sport, quoique dans une autre catégorie. Hélène, vous avez choisi de nous parler ce matin de l'édition 2025 de la fameuse Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake. Bravo pour l'English, Damien. Comme chaque année, on en parle dans la revue de presse. Et comme chaque année, des uluberlus venus du monde entier se sont donné rendez-vous hier dans le Gloucestershire, au Royaume-Uni, pour dévaler une colline et tenter d'attraper une meule de double Gloucester de 3 kilos très précisément. Une épreuve aussi dangereuse qu'inutile selon certains, que j'espère vous montrer ici. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Qui fait plusieurs blessés d'ailleurs chaque année, et dont le gagnant de cette édition, Damien, dit qu'il n'aime pas vraiment le fromage par-dessus le marché. À ce sujet du fromage, je vous propose enfin de jeter un cil au Times qui rapporte que sacrebleu, eh bien, les Français n'aiment plus vraiment les fromages les plus goûtus, en tout cas chez la jeune génération. La bonne nouvelle, c'est que dans l'ensemble, tout de même, les Français, en général, restent assez friands de fromage fort, comme en témoigne ce petit classement qui montre que le comté arrive largement en tête. Dommage que les Poisses, lui, particulièrement savoureux, arrivent quasiment dans les derniers. Bref, les Français aiment toujours le fromage qui pue, et pas vraiment de quoi en faire tout un fromage. Le Saint-Nectaire est 6e, c'est déjà ça. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse. Allez, toute autre chose à présent, un document